Je vous remercie de nous recevoir dans votre siège de campagne. Vous êtes l'un des candidats surprises de cette présidentielle de 2017 et vous avez souhaité parler donc d'histoire à nos lecteurs. Avant de commencer, je vous poserai une question en aparté sur les drapeaux qui sont derrière vous. Alors, j'en connais au moins un, disons deux. Et j'ai des doutes sur le troisième. D'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos questions parce que je suis un amateur d'histoire. Je ne suis pas un prof d'histoire, mais je suis un amateur d'histoire. Et pas seulement d'ailleurs de l'histoire de France, mais de l'histoire des pays du monde. Voilà, je suis quelqu'un de curieux. Et moi, je m'intéresse à l'histoire à la fois parce que c'est toujours intéressant, mais aussi parce que ça permet de comprendre l'avenir ou de le deviner. Moi, je me suis intéressé à la futurologie, et la futurologie pour essayer de voir dans le futur comment peut évoluer une société, un pays. Il est toujours important d'avoir à l'esprit les récurrences historiques. Comme dit d'autres, regardons le passé, on gagnera du temps. Alors pour répondre à votre question, il y a à l'élection présidentielle des candidats qui parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau de la République française, toujours flanqué du drapeau de l'Union européenne bleu aux étoiles d'or. Comme vous le savez, moi je veux que la France sorte de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui a une longue histoire d'ailleurs, sur laquelle on reviendra peut-être, mais en gros, qui est un symbole d'héraldique céleste, et cette héraldique céleste qui remonte à l'empire des Ottoniens, au Xe siècle après Jésus-Christ, bleu aux étoiles d'or, dont s'inspirèrent d'ailleurs quelques dizaines d'années après les rois de France, en reprenant à leur tour ce drapeau des Ottoniens, bleu, mais cette fois-ci avec des fleurs de lys d'or. Alors c'est pas l'origine du drapeau européen, c'est pas comme ça que ça vous est présenté. On présente ça comme étant un symbole de perfection, mais en réalité, si on entre dans le détail, vous savez qu'il y avait deux personnages qui ont eu un rôle central, Arsénète et Pierre Lévy, qui au début des années 50, se sont inspirés de ce drapeau marial qui est celui de l'Union européenne. C'est l'époque, en 1954, où Pie XII proclame le dernier dogme de l'Église catholique actuelle, c'est-à-dire le dogme de l'Assomption de la Vierge. En 1954, 1er novembre 1954, c'est à peu près à la même période qu'est établi le drapeau de l'Union européenne. Alors moi, comme je veux sortir de l'Union européenne, il n'y figure pas. Il y a une candidate qui ne parle que devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Si vous voyez ce que je veux dire, je parle de Madame Le Pen. Moi, je parle devant trois drapeaux. Le drapeau de la France, le drapeau de la République française, mais qui est flanqué d'un côté du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, et de l'autre côté du drapeau de la francophonie. Pourquoi les Nations Unies ? Parce que c'est un symbole, en fait, de la vision que j'ai du monde. Nous sommes sur une même terre, une même humanité. Il ne s'agit pas de refermer la France sur elle-même, mais il s'agit de prendre en compte le fait que c'est un pays parmi un concert de nations. On parlera peut-être de la vision que j'ai de l'avenir. Et pourquoi la francophonie ? C'est le drapeau le moins connu, c'est celui que vous n'aviez pas forcément à l'esprit quand vous êtes entré dans ce bureau, parce que justement c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de notre langue, qu'il n'y a rien au monde qui rapproche plus les hommes qu'une langue maternelle, une même langue maternelle. Je me rappelle une fois avoir été avec un ministre français, nous avions été reçus à Singapour, quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Lee Kuan Yew, qui était le père fondateur de la cité-État de Singapour, qui était un des très grands hommes d'État du monde dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous savez qu'il était chinois d'origine, comme les 75% de la population de Singapour. Et les Chinois disaient de lui un si grand homme pour un si petit pays. Et on avait été reçus donc à Singapour par Lee Kuan Yew, qui n'était plus le Premier ministre, mais qui était ce qu'on appelle en chinois l'empereur derrière le rideau. C'est-à-dire il avait fait nommer un Premier ministre qui s'appelait à l'époque Goh Chok Tong, lui il était derrière, et c'est lui qui pilotait, c'est lui qui orientait la politique.
Et dans le courant du débat qu'il y avait eu, cet homme imprégné de culture confucéenne avait fait cette remarque au ministre que j'accompagnais. Il avait dit de toute façon, il n'y a rien au monde de plus important que la langue maternelle. C'est celle avec laquelle on voit le monde. Et il avait fait un petit peu d'anti-américanisme. Il avait dit ça, seuls les Américains ne peuvent pas comprendre ça. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'au-delà des différences ethniques, religieuses et autres, la France, elle est d'abord et avant tout une vision du monde, une langue qui véhicule une vision du monde, et qu'il est très important que nous maintenions des liens avec les pays de la francophonie. Voilà, c'est un petit peu la symbolique. Moi, je veux sortir de l'Union européenne, mais je ne veux pas que la France se coupe du reste du monde. Il ne s'agit pas de nationalisme étroit, et il s'agit tout simplement de rendre aux Français leur indépendance, mais dans un cadre mondial. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, disait-il, et il disait c'est normal. C'est comme aimer son pays, c'est comme aimer ses parents. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir éclairé. Pouvez-vous nous dire, avant toute chose, comment vous concevez l'enseignement de l'histoire, comment vous le voyez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vous-même connu dans votre enfance? Il y a un beau proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et je pense que l'enseignement de l'histoire n'est pas bien fait, de façon générale. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60 du XXe siècle, on apprenait l'histoire un petit peu de façon schématique à l'école primaire. C'était un petit peu avec des images d'Épinal. Saint-Louis sous son chêne qui rendait la justice à Vincennes, Sainte-Blandine. Ça avait un côté évidemment un petit peu ridicule peut-être, mais finalement on nous apprenait quand même d'abord une chronologie des événements. Ça, je crois que c'est très important d'avoir l'idée de la chronologie des événements. Ce que l'on ne m'avait pas suffisamment appris, je pense, c'était ce qui se cachait derrière les événements. Peut-être qu'un enfant de 7 ou 8 ans ne comprend pas forcément d'ailleurs ces choses-là. Saint-Louis rendant la justice sous son chêne à Vincennes, bon ben... Je comprenais pas, je me disais pourquoi c'est important, pourquoi un chêne, mais en fait tout le monde s'en fiche un peu que ce soit un chêne. C'est un symbole, c'est rebur en latin le chêne, donc c'est un symbole de force, de puissance, de robustesse. Bon, Vincennes c'était son château. Mais en fait ce qui est important, et que j'ai découvert beaucoup plus tard en fait, c'est que c'était pas que ça soit sous un chêne ni que ce fût à Vincennes. Ce qui était important, c'est que Saint-Louis, Louis IX, rendit la justice. D'ailleurs, c'était pas lui directement, il avait auprès de lui, je crois, quelqu'un où il donne des instructions. Et c'est son mémorialiste, Joinville, qui rapporte qu'il pouvait recevoir un grand féodal et puis faire passer devant lui des manants. Et il pouvait, le cas échéant, donner raison aux pauvres paysans contre le féodal. Et c'est ça qui était important. C'est-à-dire que les Français du milieu du XIIIe siècle découvrent qu'il y a une justice indépendante de la catégorie sociale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous marque terriblement, enfin terriblement, mais dans le bon sens du mot terriblement, qui nous marque énormément parmi les Français. Je crois que le peuple français se caractérise par le refus du deux poids, deux mesures. Les Français ne peuvent pas supporter l'idée d'une justice à plusieurs vitesses. Voilà. Et l'idée même qu'il puisse y avoir une justice pour les riches et une justice pour les pauvres, qui est, excusez-moi, mais je vous livre le fond de ma pensée, qui est quand même le modèle ou l'anti-modèle américain que l'on nous impose, est quelque chose qui est totalement contraire à l'esprit français, et ceci remonte au milieu du XIIIe siècle. Il y avait quelque chose que je trouvais bien quand même dans l'enseignement d'histoire que j'ai eu jusqu'au bac en fait, c'est que on arrêtait d'enseigner à la Seconde Guerre mondiale. Donc moi j'ai passé mon bac en 1974, ça faisait à peu près 30 ans que la Seconde Guerre mondiale s'était terminée, et donc on n'enseignait pas après. Et on estimait à l'époque que c'était trop contemporain et que ça risquait trop de devenir de l'endoctrinement politique. Et c'est vrai que c'était extrêmement difficile. Si, premièrement, on n'enseigne pas l'histoire de façon chronologique, mais simplement par touche, ça fait la société du zapping
Et je suis contre la société du zapping, parce que je pense que les jeunes générations, me semble-t-il, grâce à Internet, ont accès à beaucoup plus d'informations que moi lorsque j'étais jeune. Donc d'une certaine façon, moi je vois beaucoup de jeunes, notamment dans le mouvement politique que j'ai créé, qui connaissent plein de choses, sans doute davantage que ce que je connaissais, mais en revanche, ils ont souvent du mal à dresser des chaînes de causalité, des relations de cause à effet. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense que l'histoire, c'est justement savoir bâtir des chaînes de causalité. C'est également repérer les récurrences, les choses qui reviennent, pas forcément régulièrement, mais qui reviennent à intervalles plus ou moins réguliers au cours d'une même histoire, qui permet de tracer, de sortir des archétypes dans l'histoire d'un peuple et d'un pays. Et puis, je trouve aussi qu'il n'est pas sain, il n'est pas bien qu'actuellement on ait je sais pas moi, dans certains cours d'histoire et même avec des jeunes enfants qu'on leur parle, je sais pas moi, de la Constitution européenne, des choses qui sont extrêmement contemporaines. De l'Union européenne, on leur en parle comme on parlait aux jeunes étudiants ou collégiens soviétiques, on leur parlait de la construction du socialisme. Là, on n'est plus dans de l'histoire, là, on est dans du formatage d'esprit. Je pense que c'est contraire à la libre pensée des enfants qu'il faut aussi respecter. C'est difficile, mais je pense que ça serait de bonne loi que de s'interdire, par exemple aujourd'hui en 2017, il ne faudrait pas qu'on enseigne l'histoire, je dirais, au-delà disons mettons de 1973 ou 75 ou quelque chose comme ça. Et quelle histoire? Parce que vous êtes soucieux de la place de la France dans l'Europe, dans le monde. Pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui raconter une histoire de l'Europe, comme on raconte ou comme on a raconté jusqu'ici une histoire de France ou une histoire d'Angleterre? L'Europe a-t-elle une histoire qui lui soit propre? Quand j'étais étudiant, on parlait quand même d'abord avant tout de l'histoire de France. On ne connaissait pas, on ne parlait jamais de l'histoire, ou très rarement de l'histoire des autres pays d'Europe, et a fortiori des autres pays du monde, alors ça jamais. Bon. Je pense effectivement que au bout d'un certain temps, par exemple, je ne sais pas, en première ou terminale, ça serait bien que les étudiants, enfin que les lycéens qui commencent à être des adolescents qui se rapprochent de l'âge mûr, puissent avoir des cours sur effectivement l'histoire de certains autres grands peuples. Je pense quand même que c'est important qu'il y ait déjà des fondements. Voilà, moi, je ne suis pas favorable à ce que des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, je crois que c'est important qu'ils connaissent, encore une fois, d'où ils viennent, quelle est leur histoire. À partir de, je sais pas, peut-être 14-15 ans, qu'on leur apprenne effectivement l'histoire des autres peuples, notamment extra-européens, je trouve ça bien. Pour autant, c'est vrai aussi que l'histoire, c'est une intrication de relations. On peut difficilement parler, par exemple, je sais pas moi, de François Ier, ou sans parler de Charles Quint, d'Henri VIII, de Soliman le Magnifique, de remettre ça dans une contemporanéité, c'est-à-dire quels étaient ses contemporains, mais moi, ce que je crains avec une histoire de l'Europe, c'est que c'est toujours c'est toujours le même problème avec l'histoire. C'est est-ce qu'on va essayer de développer une vision du monde? Est-ce qu'on va essayer de développer une vision qui corresponde à quelque chose d'aujourd'hui? Et justement, est-il envisageable qu'il existe un jour une nation européenne? Ah ça, moi je suis convaincu du contraire. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mon engagement politique. C'est pourquoi j'ai créé ce mouvement politique. Non pas du tout par xénophobie. Ça, c'est le contraire exact de la personne que je suis. Mais parce que, tout simplement, je me méfie terriblement de toutes les utopies. Les utopies, vous savez, c'était Blaise Pascal qui disait l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur des hommes veut que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire que c'est souvent d'utopies très généreuses que sont nés les systèmes politiques les plus terrifiants. Les Français ne sont pas des Allemands. Voilà. Et ça remonte au partage de Verdun, 843, entre Louis le Germanique et Charles le Chauve. Et puis, comme vous le savez, parmi les petits-fils de Charlemagne, malheureusement, il y en avait un troisième qui s'appelait Lothaire. Ça donnait la Lotharingie et 1000 ans de conflit. Pour savoir, entre les descendants de Louis le Germanique et les descendants de Charles le Chauve, qu'est-ce qui s'approprierait cette portion médiane dont le nom a donné la Lorraine.
Comme on le disait tout à l'heure sur l'histoire des langues, une langue, ça véhicule une vision du monde. La géopolitique, la situation géographique véhicule une vision du monde. La composition anthropologique aussi. Bon. Les Français, d'un point de vue anthropologique, sont un peuple égalitariste. Je crois profondément. C'est un peuple métissé d'origine. La France a été créée par la volonté de siècles et de siècles de souverains, de chefs d'État, de rois. C'est une des particularités de je pense, du pays de la France, c'est qu'il n'y a pas de type ethnique français. Voilà. Les Gaulois, pendant la guerre des Gaules, sont battus par Jules César, en moins 47 avant Jésus-Christ. Ça va donner la Gaule qui va devenir gallo-romaine. Après ça, au début du 5e siècle, il y a ces tribus barbares, les Franken, qui veut dire les hommes libres, qui viennent s'installer au nord de ce qui est aujourd'hui Paris. Et ça va donner la plaine de France, Roissy en France et autres. Et puis il y a ce chef barbare qui s'appelle Claovec, et qui, après avoir dominé cette portion du territoire, décide de se fondre dans la masse, d'adopter la religion des gens qu'il a conquis. Et donc il va embrasser le christianisme. D'ailleurs, c'est seulement dans les bourgs et les villes, puisque les paysans, eux, comme leur nom l'indique, paysans, ça vient de paganus, ça veut dire le païen, eux, ils sont restés encore fidèles aux anciennes religions, soit romaines, soit celtiques ou gauloises ou pré-romaines. Ce sont dans les bourgades, dans les villes que s'est répandu le christianisme. Claovec se convertit au christianisme, prend le nom romanisé de Clovis. Et de cette date, c'est une date extrêmement importante dans notre histoire, puisque il obtient la reconnaissance du clergé de l'Église, qui est une des seules institutions qui tiennent vraiment le pays en ce début du 5e siècle. Et sous l'influence de l'Église, il va y avoir une interdiction des mariages claniques. C'est-à-dire que les Gaulois ou les Gallo-Romains vont se marier ou avoir des enfants avec des Franques, des femmes franques, ou des Francs vont avoir des enfants avec des Gallo-Romaines. Et sans doute que ça correspondait à ce vieux fond anthropologique gaulois qui était un fond un peu égalitariste. Mais on va donc avoir le peuple français qui va apparaître, enfin, d'après, je crois, les historiens, c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le peuple français, on estime, c'est que le peuple français est un peuple métissé d'origine. C'est des Celtes et des Gaulois, qui étaient donc plutôt roux, les yeux verts, des taches de rousseur ou blonds, etc. Puis après, il y a des Romains qui sont des petits bruns, la peau mate et les yeux marrons. Et puis après ça, il y a des Franken qui, eux, sont plutôt des blonds aux yeux bleus. Et donc, ça va donner naissance à ce peuple français qui est... et je parle même avant les migrations du 19e et du 20e siècle, qui fait qu'en France, il y a des particularités régionales très importantes, bien sûr. Mais en France, il n'y a pas de type ethnique particulier. Voilà. Ce qui ferait, j'allais dire, la caractéristique du français, c'est que ça serait plutôt d'être râleur. Mais en France, il y a des blondes, des bruns, des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux verts, des roux, des peaux claires, des peaux marrons. Et après, il y a eu toutes les migrations du 19e et du 20e siècle. C'est pas du tout la même chose au Portugal. Il y a quand même globalement un type ethnique dominant. Au Portugal, il n'y a quand même pas beaucoup de blonds aux yeux bleus au Portugal, et de même qu'en Suède ou en Norvège, il n'y a pas beaucoup de bruns aux yeux marrons. Donc, je vous dis tout ça parce que je pense que chaque peuple a ses particularités, que le peuple français a été créé par l'État, alors que les autres peuples n'ont pas fonctionné comme ça. Les Allemands, c'est un peuple où le droit du sang est absolument essentiel. Le peuple allemand a préexisté à l'Allemagne. L'unification allemande, c'est l'unification d'un folk, le folk allemand, le peuple allemand. Alors que le peuple français est un peuple qui est une création politique. Et c'est la raison pour laquelle je pense, par exemple, que en France, quand on s'attaque à l'État, en fait, on s'attaque à l'existence même de la France, du peuple français. S'il n'y a pas d'État allemand, il y a un folk allemand qui préexiste. Je ne crois donc pas à la possibilité d'avoir une nation européenne. Je pourrais multiplier à l'envi parce qu'en fait, il y a 28, 29 États, et à l'intérieur de chacun de ces États, il y a d'ailleurs parfois des peuples avec des revendications, des langues parfois différentes. Je pense en Roumanie, où il y a des fortes minorités hongroises, etc.
Il y a autre chose qui se produit, c'est que nous avons donc des histoires, des tissus économiques, des histoires politiques et sociales, des visions du monde totalement différentes. Vous savez ce que disait De Gaulle quand il disait qu'on ne pouvait pas faire une nation européenne, c'est comme vouloir faire une... c'est pas comme des marrons dont on fait une purée en les écrabouillant, quoi. Depuis Victor Hugo et son discours de 1849 là, au Congrès de la paix sur les États-Unis d'Europe, discours qu'il faut d'ailleurs relire en intégralité parce qu'on y découvre des choses qui sont tout à fait symptomatiques de ce qui se cache derrière. C'est une volonté de colonisation du monde au profit du monde blanc, etc. Mais cette idée d'États-Unis d'Europe, elle est vicieuse du point de vue intellectuel parce que elle ne voit pas la différence énorme qu'il y a entre la constitution des États-Unis d'Amérique et la situation de l'Europe. Les États-Unis d'Amérique se sont constitués par l'arrivée progressive à partir des pèlerins du Mayflower, en 1630 et quelques, je crois, en 1620, je crois, l'arrivée des pèlerins du Mayflower, qui sont d'abord des Anglais, puis après il va y avoir d'autres, des Irlandais, etc., puis après d'autres peuples, mais qui viennent, c'est un même rameau qui va s'installer dans les colonies d'Amérique, dans une terre qui est considérée comme vierge, alors qu'en fait elle est habitée. Mais dans la mentalité de l'époque, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc ils vont d'ailleurs se livrer à un génocide des Amérindiens, et ils vont s'installer, et c'est dans la déclaration des pèlerins du Mayflower, je crois que c'est à Cape Cod, où ils disent on vient là et on va se constituer en un seul et même corps civil et politique. Et donc, ils vont ensuite se répandre progressivement, et les États-Unis d'Amérique vont se constituer à partir d'un même noyau d'origine, ayant la même langue, la même vision du monde, le même rejet des États de la vieille Europe, et les États-Unis vont se créer par fission, par sissiparité, si j'ose dire. Il va y avoir, alors, il y a des illuminés religieux, Monsieur Penn avec les Quakers, donc qui lui s'installe dans une forêt, ça va devenir la Pennsylvanie, la forêt de Monsieur Penn. La Virginie, c'est la terre de la Sainte Vierge. Le Maryland, je crois, c'est la terre de la Reine Marie. Et ils vont se découper, mais c'est un processus qui est un processus, si vous me permettez, comparable à la fission nucléaire. C'est-à-dire un État, ça va dans le sens de ce que j'appelle l'entropie du monde, c'est-à-dire la complexification croissante des choses. Et c'est facile de se diviser. C'est beaucoup plus facile de se diviser que de s'unifier. Parce que nous, on est dans une situation totalement inverse en Europe. On a presque autant de langues nationales que de pays, pas tout à fait, mais presque. Des langues qui ont une importance mondiale. Le français, l'espagnol, l'anglais. C'est moins vrai de l'italien, mais les autres, c'est quand même des langues qui ont une littérature, qui se sont incarnées dans un patriotisme. L'italien, l'allemand, le néerlandais, le polonais, le hongrois. Les Hongrois sont très jaloux de leur propre langue, c'est une langue très particulière, vous le savez, etc. J'ai oublié de citer le portugais, c'est une littérature mondiale, avec Camões et tout. Et là, il s'agirait d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire de fusionner. Et c'est un peu la bombage par rapport à la bombe A. Dans un cas, c'est une fission nucléaire, ça conforme à l'entropie du monde, à la complexification croissante des structures, alors que dans l'autre cas, il s'agit de fusionner des structures préexistantes. Et là, comme vous le savez, ça revient d'une certaine façon. Je sais que des scientifiques seraient sans doute contre ma vision un petit peu romancée que j'ai présentée, mais je crois qu'il y a une idée derrière quand même. C'est l'idée qu'il est beaucoup plus difficile d'aller dans ce sens-là. Il faudrait une énergie. Comme vous savez que pour avoir une bombage, il faut qu'il y ait le détonateur, c'est une bomba. Il faut une énergie de départ ou des guerres. Parce qu'il y a des gens qui me disent parfois, mais pourquoi est-ce que il n'y aurait pas une Union européenne qui se créerait, une nation européenne qui se créerait, comme il y a eu la création de la France avec l'adjonction de la Bretagne, après le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, puis avec Louis XII, comme il y a eu le traité des Pyrénées en 1659 qui a rattaché le Roussillon et l'Artois, comme il y a eu le rattachement de la Franche-Comté, etc., sous Henri IV, comme il y a eu le rattachement de l'Alsace sous Louis XIV et des Flandres. Il y a des gens qui me disent « mais pourquoi ça ne serait pas possible ?» Et moi je réponds « mais parce que nous ne sommes plus dans l'enfance du monde. » C'est-à-dire que peut-être que ça aurait pu arriver.
de la même façon qu'il aurait pu peut-être ne pas y avoir de France. Finalement, on a des frontières naturelles avec l'Espagne, avec les Pyrénées, c'est quand même une frontière naturelle, avec l'Italie, mais toute la région, tout le nord et le nord-est, d'où sont venus d'ailleurs beaucoup des conflits de la France, pas uniquement d'ailleurs, c'est beaucoup moins évident. On aurait pu avoir, je sais pas, Philippe Auguste aurait pu être battu à Bouvines, et puis on aurait eu autre chose. Mais ça s'est pas passé comme ça. On a eu une nation qui s'est créée, qui a plus de 1000 ans d'âge depuis l'accession du Capet au trône à Noyon. Et ça s'est fait justement avec des violences fondatrices, comme dirait René Girard, c'est-à-dire avec de la guerre, voilà. Et maintenant, au troisième millénaire, c'est plus comme ça que les choses se passent. Maintenant, il n'y a plus cette violence fondatrice qui permettrait peut-être de faire fusionner. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut, je crois, tenir compte avec lucidité de la situation, et il faut militer, à mon avis, pour un nouveau concert des nations. Un concert des nations où il faut protéger au contraire la diversité des peuples, des langues et des nations. Peuples, langues et nations, on trouve ça dans la Bible. C'est une belle formule. Je crois que notre devoir pour nos descendants, c'est de faire en sorte que on puisse préserver ces grandes nations qui ont créé des civilisations, de la littérature, de la beauté, etc. Et non pas ce que je ne voudrais surtout pas qu'il arrive, c'est une espèce de pulvérisation de ces nations en sous-entités, sous la forme des euro-régions par exemple. Ce qui menace actuellement, il y a quand même des menaces d'éclatement de l'Espagne, d'éclatement de la Belgique, d'éclatement du Royaume-Uni, d'éclatement de la France, en sous-entités qui n'auraient pas la taille suffisante, et tout ce récit serait noyé dans une civilisation mondiale fondée sur une langue que certains appellent le globish, l'anglo-américain de bazar, que les linguistes appellent ça une koiné, une espèce de nouveau latin de notre époque, et où tout le monde, et ceci véhiculerait un même mode de vie au niveau planétaire, tout le monde mangerait du McDonald's, du Kentucky Fried Chicken, tout le monde s'émouverait devant les mêmes productions hollywoodiennes. Enfin, pour moi, ça, c'est l'horreur. Je pense que ça serait dramatique de laisser ça à nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça que il y a dans mon refus de la construction européenne, je pense que c'est fondé sur des idées saines. C'est pas du tout de la xénophobie, c'est au contraire la volonté de préserver, comme il faut préserver la diversité biologique des espèces animales ou végétales, il faut préserver aussi la diversité des peuples et des nations et des grandes civilisations de la planète.